Bonjour, je vous propose aujourd'hui un test du smartphone Sony Xperia Z2. Donc c'est le smartphone Sony pour cette année 2014, un smartphone haut de gamme puisqu'il embarque un écran de 5,2 pouces en Full HD. Au niveau performance, on est sur le dernier processeur de Qualcomm, donc le Snapdragon 801, cadencé ici à 2,3 GHz. On retrouve 3 Go de RAM sur ce smartphone, donc là encore c'est ce qui se fait de mieux. Je vais tout de suite l'allumer pour voir un petit peu l'écran, le rendu de l'écran qui est donc de l'IPS, hein. C'est nouveau pour Sony, jusqu'à présent ils étaient sur du SLCD, là on est donc sur de l'IPS avec donc de bons contrastes, un bon rendu d'écran. Par contre, des noirs pas vraiment profonds en fait. On voit quand même assez bien ici, c'est censé être noir au bord, et on voit quand même assez bien les bordures au niveau de l'écran. C'est pas forcément très très bon. Au niveau des angles de vision, c'est plutôt pas mal, mais on a certains angles qui sont en fait pas très bien rendus. En fait, on n'a pas des couleurs fidèles sur certains angles. On le voit pas forcément ici. Ça dépend des couleurs à l'écran, mais bon, globalement, ça reste quand même correct. Le seul problème, ça va être aussi un peu au niveau de la luminosité. En fait, on va pas forcément avoir une très forte luminosité, donc pour l'extérieur, c'est pas forcément très bon. D'ailleurs, on a pas mal de reflets ici, donc c'est pas non plus foncièrement mauvais, mais on va dire qu'on a déjà connu mieux sur certains smartphones, comme par exemple sur le Galaxy S5 qui s'en sort vraiment pas mal à ce niveau, ou encore le HTC One M8 qui s'en sort aussi assez bien au niveau du rendu de l'écran. Donc on va s'intéresser un petit peu au corps du smartphone. Donc voilà, et forcément il est imposant, un écran de 5,2 pouces. On remarque des bords plutôt fins sur les côtés, mais on a déjà vu plus fins, donc c'est pas mal, mais ça pourrait être encore mieux. On a en revanche des bords un petit peu plus épais au-dessus et en dessous. Ça reste quand même correct. On a donc les touches ici qui sont intégrées en fait à l'écran, hein, les touches donc retour, home et multitâche, qu'on retrouve toujours fidèle à Sony. Donc les boutons power ici assez visibles, qui dépassent d'ailleurs un petit peu du smartphone, on le voit bien. Ici donc la touche de réglage du volume, et donc ici la touche pour l'appareil photo. Donc oui, l'appareil photo a eu un déclenchement physique ici, un bouton qui va permettre en fait ici immédiatement de lancer l'appareil photo, et une fois qu'on a lancé l'appareil photo, donc de faire la mise au point. Voilà, en appuyant en mi-course, et ensuite de prendre la photo quand on appuie à fond. Donc on reviendra sur l'appareil photo un petit peu plus tard. On va retrouver ici derrière un petit cache, puisque l'appareil est toujours étanche, hein, il résiste à une immersion sous l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes, donc ce qui correspond à la certification IP58. Donc on retrouve ici donc le port micro SD, donc il va supporter jusqu'à 64 Go. En haut, on a juste la sortie jack, donc là-dessus c'est étanche, mais il n'y a pas besoin de cache, hein, c'est protégé automatiquement. Ici, on va donc retrouver le slot vers la micro SIM. Voilà, donc micro SIM classique, c'est pas du nano comme sur certains modèles. Et le port micro USB, donc petit bémol, c'est-à-dire que vos smartphones, vous allez quand même le recharger assez fréquemment. On en reparlera un petit peu plus tard, mais du coup, à chaque fois, il va falloir enlever en fait ce petit cache et brancher. Donc on a un petit peu peur au niveau de la durée de vie du cache. Bon, quand vous pouvez l'enlever facilement et le tenir comme ça, hein, même s'il il est chargé, ça pose pas vraiment de soucis. Mais quand même, on peut s'inquiéter un petit peu de la durée de vie de ce cache au bout d'un moment, à l'enlever tous les jours. Bon, voilà, c'est pas forcément top. On a ici un port en fait qui correspond au dock. Donc on a un port tout à fait propriétaire qui est un port magnétique. Et en fait, vous pouvez acheter séparément un câble qui ressemble à ça, qui va utiliser ce port-là pour recharger le mobile. Donc justement, si vous voulez pas enlever à chaque fois ce cache pour brancher le smartphone, donc vous voyez ici, ça charge sans souci. Voilà, donc du coup, on a quelque chose de démonté, donc qui se met vraiment tout seul en place. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc là par contre c'est un accessoire qu'il faudra acheter séparément. De base il est pas fourni avec, et donc du coup ça exploite le, le port qui est normalement utilisé pour le dock, qui là encore est vendu séparément. Voilà, donc en dessous on va retrouver des micros.
On n'en a pas encore parlé, on a donc à l'arrière l'appareil photo, donc qui est un 20 mégapixels comme sur le Xperia Z1, avec un flash, donc un unique flash, pas comme sur le HTC One M8 qui dispose de deux flashs pour avoir des tons de couleur plus fidèles, même lorsqu'on utilise le flash. Là, c'est pas le cas. On a ici un petit logo qui nous indique qu'on a la puce NFC ici. Enfin, bien sûr, la marque Sony qu'on retrouve à l'arrière comme à l'avant. Là-haut, on l'a vu une petite fraction de seconde, voilà, donc la LED de notification. On a à l'avant un capteur frontal de 2 mégapixels qui s'en sort plutôt bien pour un capteur frontal en tout cas. Sinon au niveau des cartes micro SD, j'ai dit tout à l'heure que ça allait jusqu'à 64 Go, c'est en fait 128 Go le maximum, voilà, ça vient de me revenir. Donc voilà, on va le déverrouiller. On remarque ici qu'il n'y a pas grand chose qui change hein, par rapport au niveau du lock screen par rapport au Xperia Z1. Juste une petite nouveauté quand même, c'est qu'on a le double tap comme ça qui va permettre de verrouiller comme sur le LG G2 par exemple, enfin c'était introduit par le LG G2. Ça fonctionne plutôt bien, là pour le coup la démo ça marche bien, mais des fois en fait, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ça marche pas forcément. Petit défaut, c'est que en fait on n'a pas de double tap pour le remettre en veille, donc c'est à dire que là on peut pas en fait le remettre en veille, il faut vraiment appuyer sur le bouton pour le mettre en veille. On peut juste le sortir de veille via ce double tap, donc c'est bien, mais ça aurait pu être mieux parce que du coup sur la page d'accueil ça peut être bien, voilà, on veut regarder quelque chose, une fois que c'est fait, hop, on appuie là et du coup ça permet de remettre l'appareil en veille. Là c'est pas le cas. Voilà. Ensuite au niveau de la grille d'application, c'est tout ce qu'il y a de plus courant, hein. Voilà, on retrouve donc la possibilité d'un tri personnalisé, alphabétique, les applications les plus utilisées, le raccourci donc vers le store Sony qui est le Sony Select, ainsi que le Play Store. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a l'habitude en fait de retrouver sur un smartphone Sony. La surcouche Sony n'évolue pas beaucoup hein, avec ce Xperia Z2. Qu'au niveau de la barre de notification, on va retrouver comme d'habitude les deux volets. Ici les notifications classiques, qu'on peut toujours zapper de cette façon sur le côté. Et donc ici un certain nombre de raccourcis qu'on va pouvoir modifier, déplacer de cette façon. On va choisir d'afficher ou pas certains raccourcis et donc on peut en mettre un certain nombre, comme on le voit ici. Il y a donc tous ceux que j'ai affichés. On peut encore en rajouter d'autres. Donc on a la plupart des raccourcis ici. On va bien entendu retrouver la plupart des applications Sony habituelles. Ici, on va retrouver donc Social Life, qui est donc en fait une agrégation de vos contenus de réseaux sociaux. Ici, la galerie de photos, qui va être comme à son habitude en fait, voilà, très très fluide comme ça va nous permettre donc de dézoomer parmi les photos, de naviguer assez facilement parmi donc les photos qu'on peut prendre. Là, on va donc retrouver une gestion des albums selon les différentes sources de contenu, donc la mémoire de l'appareil, les cartes, les screenshots, différents albums, les albums de réseaux sociaux, etc. Autre application de Sony, Xperia Care, qui est juste pour gérer les éventuels problèmes techniques que vous auriez avec le smartphone. Le centre de mise à jour, parce que les mises à jour de l'appareil et des applications intégrées se font via une application dédiée en fait. Ensuite, on va retrouver ici, donc dans la grille des applications, on va retrouver tous les petits add-ons qu'on peut installer pour l'appareil photo. Donc je reviendrai dessus ultérieurement. Mais c'est pour ça qu'ici vous voyez, hop, qu'ici vous voyez donc le cliché de mouvement, l'effet de réalité augmentée, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont en fait liées à l'appareil photo, qu'on peut lancer directement depuis l'appareil photo ou directement depuis donc la grille d'application pour lancer directement le bon mode, par exemple le mode cliché rapide, en rafale ou ce genre de choses. Ici Sony Select qui est donc en fait le store de Sony. On va retrouver un certain nombre d'applications. Voilà, on va pouvoir donc naviguer parmi les différentes catégories. Ici on va retrouver les thèmes puisqu'on peut modifier les thèmes du Xperia Z2. Donc on voit que là je suis sur un thème à dominance verte. Et je vais pouvoir en fait mettre, voilà, je sais pas, admettons, quelque chose comme ça.
Alors par contre, on n'a pas d'avertissement sur le prix, voilà, comme là on voyait obtenir, on se dit ok, ça doit être gratuit, et finalement voilà, c'est 99 centimes parce que c'est pas fait par Sony, mais c'est fait par un développeur tiers, donc forcément du coup ça va être quelque chose de payant. Mais c'est plutôt sympa de retrouver cette fonction de thème, on a un petit peu tout qui est personnalisé. Ici donc le nombre de bureaux ici, les boutons retour, home et multitâche, voilà, donc on a l'écran d'accueil aussi, un fond d'écran bien entendu, la gestion des applications là aussi ça a été un petit peu retouché, donc voilà, c'est quelque chose de plutôt sympa que ce soit géré par défaut, qu'il n'y ait pas besoin d'un thème, enfin d'un launcher séparé pour pouvoir installer ces thèmes, et on en a vraiment pas mal. Après, comme je disais, du coup c'est un petit peu dommage puisque on en a en fait pas mal qui sont payants. Voilà, je vais installer celui-ci qui est gratuit. Voilà, donc tout ce qui est modifié par le thème, j'installe ici. Et donc là, on se retrouve avec un tout nouveau thème. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de renouveler assez rapidement tout l'aspect de son smartphone, de l'écran de verrouillage, voilà, à l'écran d'accueil en passant par la grille d'application, tout ça, c'est plutôt sympa. Et donc on a quand même quelques thèmes qui sont gratuits, donc pourquoi pas. Donc voilà pour les applications Sony. On va maintenant s'intéresser à l'appareil photo. Voilà. Donc voici au niveau de l'interface, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Hein. C'est assez, enfin ça bouge pas beaucoup par rapport aux précédents terminaux Sony. On a donc ici un bouton qui va nous permettre de régler le flash. Donc on a plusieurs options comme on le voit ici. Ici un bouton qui va nous permettre de passer sur le mode donc d'appareil photo frontal qui prend plutôt de bons clichés d'ailleurs. Hein. Il est plutôt pas mal. Ici, on va retrouver beaucoup plus d'options, comme le ratio ici. Donc là, 4 tiers, c'est un format qui va être beaucoup moins plein écran. Donc forcément, pour visualiser les photos sur le smartphone, il vaut mieux rester en 16 neuvième. Voilà, on va retrouver donc les options de retardateur, détection de sourire, de visage, etc. Euh, Ici, toutes les mêmes options, mais relatives aux vidéos. Donc pareil, détection de sourire, ce genre de choses, etc. Ici, voilà, donc les informations liées, hop, les informations liées au GPS, au transfert automatique, ce genre de choses. Voilà, on peut enlever le son du déclencheur, ce qui n'est pas possible sur tous les smartphones, c'est plutôt sympa. Et on peut choisir donc d'enregistrer sur le stockage ou la carte. Là-dessus, c'est relativement classique. Et donc là, du coup, je suis en mode automatique comme on le voit ici. Donc, on va pouvoir prendre des photos sans plus d'options finalement. On ne peut pas vraiment régler plus de choses en l'état. Ensuite, si je décide de passer en mode manuel, là, on va avoir beaucoup plus de choses puisqu'on peut changer le mode scène. Comme on retrouve pas mal de choses, hein, on va avoir du HDR, un mode paysage, arrière-plan flou, etc. On va avoir la possibilité de changer les réglages ISO. On va pouvoir prendre pas mal de choses en fait. Bon, après, on retrouve certains modes scène comme aliments, animaux, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais au final, c'est les mêmes choses qu'on retrouve sur des appareils photo compacts. Donc ça reste assez cohérent. On va bien entendu pouvoir régler la luminosité, toujours la possibilité de régler le flash. Toujours les options comme on avait tout à l'heure, sauf qu'ici on peut monter jusqu'en 20 mégapixels, alors que c'est pas possible de monter en 20 mégapixels en mode automatique. Ça c'est un petit peu dommage en fait, c'est que l'appareil photo est en 20 mégapixels, mais ici, comme vous le voyez, j'ai pas de réglage au niveau de la définition de la vidéo, et en fait je peux que prendre du 8 mégapixels automatiquement dans ce mode-là. Et dans tous les autres modes aussi, la taille de la photo va être réduite. Il n'y a que vraiment en automatique où je peux monter à 20 mégapixels. C'est un petit en manuel pardon où je peux monter en 20 mégapixels. C'est un petit peu dommage. Et certains modes sont désactivés parce que je suis en 20 mégapixels comme le HDR par exemple. Et si je passe en 8, là je vais pouvoir activer le HDR. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, puisqu'on nous vend un capteur de 20 mégapixels avec plein de fonctions, mais en fait c'est soit du 8 mégapixels avec certaines fonctions activées, comme le HDR ou la rafale, ce genre de choses, le flou en arrière-plan, etc. Soit du 20 mégapixels, mais du coup avec aucune fonction qu'on peut activer en même temps qu'on prend une photo en 20 mégapixels. Donc là-dessus c'est vrai que c'est un petit peu dommage à ce niveau-là.
Ensuite, on va aller donc dans les autres modes. Donc c'est ici que je disais on peut ajouter des add-ons. En fait, on a tout un store d'applications gratuites ou payantes, là encore, qui vont être liées à l'appareil photo. Alors certaines ne sont pas vraiment liées à l'appareil photo, parce que c'est par exemple Evernote qui va permettre de prendre un cliché et de l'envoyer automatiquement sur Evernote, et d'autres par contre comme Vintage 8 mm caméra. Alors ça c'est un bug de l'appareil photo en fait, qui devrait être corrigé, on l'espère, prochainement chez Sony. C'est qu'en fait quand l'application appareil photo est lancée depuis trop longtemps, l'appareil détecte que ça chauffe, que ça surchauffe, et du coup il se coupe, et on peut le relancer juste après, mais il va se recouper à nouveau dans quelques secondes. Donc c'est vraiment problématique pour l'instant. J'espère que Sony va corriger ça, puisque là du coup je fais que afficher une image, je prends même pas de photo, donc il n'y a aucune raison que ça chauffe, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je disais, il y a certaines applications qui ne sont pas vraiment des applications photo, et d'autres comme celle-ci ou Panorama, qui vont être vraiment liées à l'appareil photo, donc là-dessus qui vont permettre de capturer les photos avec des modes qui n'étaient pas présents de base sur l'appareil. Donc de base sur le Z2, on va retrouver donc la vidéo 4K, comme son nom l'indique, ça permet tout simplement de prendre des vidéos en 4K. La vidéo de time shift qui va permettre de prendre des images en 120 secondes et ensuite on va pouvoir les ralentir. Donc ça c'est plutôt sympa, j'espère que l'appareil photo va pas planter pendant que je prends la vidéo. Voilà, donc là j'enregistre, je tourne. J'essaie d'aller un petit peu vite, voilà, comme ça. J'arrête. Et en fait, si je lis tout, voilà, donc là on a une certaine vitesse. Là on est au ralenti. Voilà, donc la vidéo est normalement pas très saccadée. Bon là c'est des petits mouvements, donc c'est pas évident de juger, mais pour avoir testé sur des sujets qui bougent pas mal, c'est en 120 secondes et ralenti en 30 images par seconde, donc c'est plutôt sympa. Et donc voilà, comme on le voit après ça accélère. Je vais faire peut-être plus court pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Voilà, donc là-dessus, là je suis largement ralenti. Et d'un coup, je vais repartir accélérer. Voilà. Donc ça marche plutôt bien, hein. C'est plutôt sympa. Après, c'est une fonction qu'on retrouve sur la plupart des smartphones récents, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais c'est bien de le faire pour un smartphone qui est quand même assez orienté photo, vidéo, etc. C'est toujours bien d'avoir ce type de fonction. Ensuite, le floutage d'arrière-plan, là aussi c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal donc sur le Z2, le HTC One bien entendu avec son double capteur, mais aussi le Galaxy S5. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors en fait ça va être contrairement au HTC One M8 qui a donc deux capteurs, donc il va pouvoir faire cette modification sur toutes les photos. Là il faut vraiment être en mode arrière-plan flou pour pouvoir justement avoir cette modification. Il faut le sélectionner avant, comme sur le Galaxy S5 d'ailleurs. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait au niveau logiciel. Donc là, on voit par exemple que la détection de l'arrière-plan, c'est un petit peu loupé sur les antennes, puisque les antennes ressortent pas comme premier plan, mais comme arrière-plan. Donc du coup, elles sont floutées, alors qu'elles devraient pas. Et on n'a pas vraiment de point de réglage, c'est-à-dire qu'on peut pas dire c'est ici qu'on va faire le focus, c'est là. Enfin, c'est quelque chose de vraiment différent du HTC, c'est du HTC One M8, c'est moins riche, mais ça permet de faire quand même des photos qui sont plutôt sympas. Alors là, du coup, c'est un petit peu mal détecté, mais on voit quand même assez bien qu'on peut vraiment mettre en avant le sujet qui, bon là, du coup, comme c'est à contre-jour, c'est pas vraiment très net. On voit un petit peu les détails, je sais pas si on les verra sur la vidéo, on voit un petit peu les détails donc du bug droid ici, mais bon, c'est pas très bon. Et donc on peut quand même mettre en avant le sujet. C'est vrai que par rapport à ici, où la vidéo du coup enfin la photo rend pas vraiment beaucoup, ici c'est sûr qu'on voit quand même beaucoup mieux le sujet, il est plus mis en avant, mais on voit aussi le moindre défaut de mauvaise détection de l'arrière-plan, donc c'est bien. Bon là du coup la photo se prêtait pas vraiment forcément à ce type de rendu, donc c'est bien, mais ça reste quand même pas forcément vital. Enfin, disons que c'est quelque chose que vous allez forcément essayer sur le Xperia Z2 si vous l'achetez, mais c'est vrai que c'est pas non plus la fonction, la killer feature qui va vous faire adorer le Xperia Z2, loin de là. Voilà. Donc ça, du coup, c'était le floutage d'arrière-plan qui peut être bien, mais il y a souvent des petits
des petits bugs de détection. Mais après, c'est vrai que quand ça fonctionne bien, ça peut quand même rendre enfin, ça peut quand même donner des clichés vraiment sympas. Alors l'effet de réalité augmentée, ah bah voilà, là on a eu à nouveau une fermeture intempestive de l'appareil, donc ça c'est vraiment un problème. Surtout que là il fait pas du tout chaud ni rien, donc il chauffe de lui-même, hein. Il y a aucun autre paramètre qui rentre en jeu. Donc c'est vrai qu'il chauffe un petit peu en fait à ce niveau-là, il est assez chaud, mais je comprends pas vraiment pourquoi. Parce que au final, je prends même pas de photos. Enfin, c'est pas comme si je prenais des vidéos en 4K, plein de rafales, etc. Là, j'ai vraiment un usage normal. Je change de mode, je prends une photo, je rechange de mode. Voilà quoi. C'est pas grand chose quoi. Alors là, on a un mode qui va plaire surtout aux enfants parce que c'est le mode de réalité augmentée. Donc là, c'est un petit peu dommage parce que du coup, voilà, ça cache un petit peu mon sujet qui du coup est un peu perdu comme s'il était dans la table. Là, on le voit dessous, alors que ça aurait été bien qu'il puisse être voilà par-dessus comme ça. Mais bon, voilà, forcément c'est un mode de réalité augmentée, donc on a des choses qui vont parfois être un petit peu en collision. Mais comme on le voit, ça rend quand même plutôt sympa. C'est plutôt bien fait en fait. Quelques petits bugs de temps en temps comme ça. Et donc évidemment, vous allez pouvoir prendre une photo. Voilà, c'est magnifique. Donc ça, c'est le genre de truc qui va vous amuser 2 minutes. Et ensuite, ça amusera surtout vos enfants. Donc forcément, si vous n'en avez pas, c'est pas non plus le mode qui va tout révolutionner. Ensuite, effet créatif. Donc ici, on va en fait avoir un certain nombre de filtres qu'on va pouvoir appliquer à l'image avec un rendu en live. Là encore, ça fait évidemment beaucoup chauffer l'appareil, qui s'est pas d'ailleurs complètement coupé, il est juste revenu sur un autre mode. C'est un peu bizarre. Voilà, donc je repars sur l'effet créatif. Voilà, donc là on va avoir pas mal de modes comme ça de filtres. Donc c'est plutôt sympa puisque c'est ce genre de choses qui sont rarement intégrées. Enfin, on a rarement autant en fait d'options sur l'appareil photo. Et souvent il faut installer donc des applications qui sont très souvent payantes. Donc là ça permet donc de relancer, enfin d'enrichir en fait l'appareil photo complètement gratuitement. Donc là il a vraiment trop chauffé. Je vais devoir passer sur autre chose. C'est vraiment dommage parce que si vous avez une scène intéressante devant vous, un spectacle, un match de foot ou un concert ou ce que vous voulez, vous allez prendre quelques vidéos, deux, trois photos, et en fait très rapidement l'appareil photo va, en fait vous sentez que ça chauffe, que l'appareil chauffe à l'avant comme à l'arrière, hein, toute cette bande là et toute cette bande là sont ici assez chauds en fait. Et du coup, l'appareil photo se coupe tout simplement. Bon, vous pouvez le relancer juste après et reprendre votre photo, mais c'est quand même vraiment très désagréable. Et du coup, vous pouvez pas vraiment prendre de photos enfin prendre une vidéo de 5 minutes. C'est vraiment compliqué quoi. Ou alors, faut vraiment qu'il soit froid à la base et du coup, ça passe mieux. Mais là, avec l'été qui arrive, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué. Voilà, sinon on peut parler des performances de ce smartphone. Alors comme j'ai dit, c'est un Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz, épaulé par une puce graphique Adreno 330. Donc autant dire que niveau performance, ça rend quand même vraiment pas mal. Voilà, je vais lancer un petit benchmark ici. Alors bon, l'appareil est déjà chaud, je lance un benchmark, donc je sais pas s'il tournera vraiment à 100%, on verra. Mais globalement, l'appareil est vraiment performant, puisque bon, on a le même processeur que sur le HTC One M8, que sur le Galaxy S5, sauf qu'il est à peine surcadencé sur le Galaxy S5, il est à 200 MHz de plus. L'avantage qu'on a sur le Z2, c'est qu'on a 3 Go de RAM au lieu de 2 sur tous les autres appareils, sauf le Note 3 qui est aussi 3 Go. Donc si vous lancez vraiment beaucoup d'applications, bon, il ne s'agit pas de lancer juste une ou deux applications en simultané, plus ces mails, là il s'agit vraiment d'avoir par exemple un jeu qui tourne en arrière-plan sans qu'il redémarre à zéro lorsqu'on va le relancer, d'avoir voilà de la navigation web, de la lecture de vidéos, etc. Enfin c'est vraiment un usage très intensif et malgré ça du coup on n'a vraiment pas de problème, on n'a pas d'application qui se réinitialise faute de RAM lorsqu'elles sont en arrière-plan, donc ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, après la différence entre 2 et 3 Go
va pas être énorme en fait. Ça va pas non plus tout changer le comportement du smartphone. On a beaucoup moins de différence entre le passage de 2 à 3 Go qu'entre le passage de 1 à 2 Go de RAM donc sur un smartphone. Mais ça reste confortable. Au moins vous êtes tranquille si vous achetez pas votre smartphone pour le changer tous les 6 mois. Au moins d'ici 1 ou 2 ans, quand vous aurez d'autres versions d'Android, quand vous aurez d'autres jeux toujours plus consommateur en RAM, au moins vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là, vous avez suffisamment de RAM pour pouvoir venir. Voilà, donc là, plus que les performances, ça va être un peu l'occasion de revenir donc sur cet écran. Donc comme je le rappelle, 5,2 pouces en Full HD bien entendu, avec donc une technologie de dalle IPS. Donc au niveau de la luminosité, là on est à fond, donc c'est pas mal parce qu'on est en intérieur. En extérieur, c'est un petit peu limite, on va dire qu'on a déjà vu mieux. Les Galaxy S4 et 5 font un peu mieux en termes de luminosité, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est plus lisible parce qu'on a plus de contraste. Forcément, c'est du Super AMOLED, donc c'est moins fidèle que sur ce Xperia Z2. Après, on a quelques réglages sur ce Xperia Z2. Je vais d'ailleurs revenir dessus plutôt que de terminer ce benchmark. De toute façon, je donnerai les chiffres sur mon test écrit sur le blog, hein. Voilà, je peux virer ça. Donc, on a quelques réglages au niveau de l'écran. Si je vais ici sur affichage, on va avoir la possibilité donc d'activer le mode gant pour manipuler le smartphone en portant des gants. Donc ça en fait augmente la réponse du tactile. Par contre, on a un tout petit peu de latence en plus, mais bon, c'est vraiment imperceptible, hein. C'est des millionièmes des millièmes de seconde. On a bien entendu la luminosité, comme on le voit ici, on est à fond. La balance des blancs, ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent vraiment régler leur smartphone de manière précise. Ça peut permettre de faire n'importe quoi, mais ça peut permettre aussi de régler le petit pourcent d'écran blanc qui va peut-être un tout petit peu tirer sur le rose ou sur le bleu. Voilà, on va pouvoir du coup régler un petit peu mieux ça. Donc voilà, c'est vraiment ce petit réglage qu'on retrouve pas forcément de base sur d'autres smartphones qu'on va pouvoir ici régler. On a, je ne sais pas si je l'avais dit, donc la possibilité de sortir le smartphone de veille ici, donc c'est quelque chose qu'on peut désactiver. Bon, moi je trouve que c'est une fonction plutôt sympa, donc forcément je le conserve activé, mais on a la possibilité donc de régler ça. Alors avant de relancer l'appareil photo pour le laisser refroidir un petit peu, et oui, c'est malheureusement obligatoire. On va parler un petit peu de l'autonomie de ce smartphone. Donc on est pour rappel sur une batterie de 3200 mAh. Ce qui est plus que la plupart de ses concurrents, puisque le HTC One M8 a une batterie de 2600 mAh, le Galaxy S5 a une batterie de 2800, donc dans tous les cas on est entre 4 et 600 mAh de plus que les concurrents, donc en gros ça fait entre 15 et 25% de plus au niveau de la taille de la batterie, et ça se ressent vraiment sur l'utilisation puisqu'on tient vraiment je pense au moins 20% de plus que les concurrents. Donc autant l'écran est un petit peu plus grand, il fait 5,2 pouces contre 5 pouces pour le HTC One M8 et 5,1 pour le Galaxy S5, mais ça fait au final peu de différence, c'est 0,1, 0,2 pouces, ça fait pas vraiment de différence. Par contre, la taille de la batterie fait vraiment la différence dans ce cas-là, et donc du coup on a vraiment la possibilité de tenir plus longtemps avec le Xperia Z2. Alors je vais pas vous dire une journée ou 2 journées, ça dépend vraiment de votre usage, mais moi j'ai un usage très intensif avec pas mal de jeux, pas mal d'écran allumé sur mon smartphone. Avant j'avais un Nexus 5, donc évidemment c'est pas du tout comparable, mais je le rechargeais vraiment 3 fois dans la journée, et 3 fois complètement dans la journée. Et là du coup avec le Xperia Z2 je peux tenir une journée complète. Parfois il faut que je le recharge en fin de journée, mais c'est vraiment avec un usage intensif, avec 5 heures d'écran, plusieurs heures de jeu, etc. Donc c'est un usage assez lourd quand même. Et en ayant déjà eu un usage tout à fait normal de mon smartphone, enfin un peu plus représentatif de la plupart des utilisateurs, j'ai pu tenir 2 jours sans trop de problèmes au final, quoi. C'est vraiment quelque chose de surprenant d'arriver, enfin d'avoir un usage normal, donc c'est-à-dire quand même un peu de smartphone, un peu en mode voilà, surf, réseaux sociaux, 2-3 photos, un petit appel, et d'arriver le soir avec encore 60% de batterie, sans activer le mode stamina, batterie faible ou quoi que ce soit, d'arriver avec 60% de batterie,
de passer la nuit, de perdre 5-6%, et du coup de se dire, bah voilà, on est le lendemain matin, ça fait 24 heures que mon smartphone tourne, et j'ai encore un petit peu plus de 50%, donc si j'ai le même usage aujourd'hui, au final, j'aurais tenu 2 jours vraiment complets, 2 jours de nuit, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez appréciable sur ce smartphone, et je pense que c'est l'un des smartphones haut de gamme, si ce n'est le smartphone haut de gamme qui a la meilleure autonomie. Et du coup, pour moi, l'autonomie, c'est vraiment quelque chose de très important avec un usage assez intensif. C'est vraiment l'un des tout premiers critères pour un smartphone. Et du coup, là, on a vraiment quelque chose, enfin, on a vraiment un smartphone qui tient très bien. Et du coup, c'est un gros point fort par rapport à ses concurrents. C'est vraiment cette batterie de plus de 3000 mAh, 3200 mAh qui va être intégrée, contrairement aux 2600, 2800 pour ses concurrents. Alors pour revenir sur l'appareil photo, maintenant qu'il a un petit peu refroidi, j'espère, on va avoir, donc on était sur l'effet créatif, donc qui regroupe en fait différents filtres ici. Alors je vais tout de suite retourner en arrière avant de faire chauffer le smartphone. Voilà, je relance. Voilà. Donc on va retrouver Vine qui va permettre de poster tout simplement, enfin de publier des vidéos Vine directement sur le réseau social. InfoEye qui va en fait faire un peu comme Googles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette application de Google qui en fait permettait de prendre des photos et de reconnaître automatiquement ce qu'on avait. Par exemple, vous prenez un monument ou ce genre de choses, ça va automatiquement vous donner les informations sur voilà, la date de construction, pourquoi il est là, etc. en fonction de la détection de forme, de la position, enfin de votre position GPS et toutes ces choses-là. Donc bon là évidemment ça va rien donner, il va pas pouvoir détecter quoi que ce soit sur ma photo. Mais voilà, en fait on a une recherche, un scan qui va se faire donc sur du texte, sur un éventuel QR code, etc. Et là, évidemment, il trouve rien, donc il va juste me donner la météo de là où je suis. Voilà, donc là, il me donne des informations relatives dans le coin, des monuments ou des choses dans le coin, mais évidemment, il trouve rien sur la photo. Ça peut être sympa si vous êtes dans des lieux touristiques ou dans des lieux un petit peu où vous avez des choses connues, des statues, ce genre de choses. Ça peut être assez bluffant, en fait, de juste prendre une photo et de voir qu'avec le lieu plus la détection des formes, il va détecter ce que c'est et vous dire d'où vient cette chose, c'est plutôt sympa. Un peu plus orienté photo, on va avoir le Time Shift Burst. Alors ça c'est plutôt sympa. Alors, voilà, bon, j'ai pris un petit peu, au hasard. Donc en fait, le concept est simple, c'est que vous prenez une photo et ça va automatiquement, en fait, dès que vous êtes dans ce mode, en fait, ça prend des photos en arrière-plan sans vous le montrer. Donc du coup, c'est un petit peu consommateur en énergie. Et en fait, dès que vous appuyez, ça va automatiquement conserver les 30 photos précédentes à votre appui sur le bouton et les 15 photos qui suivent. Donc du coup, on a le choix entre 60 photos en tout. Et soit on en sauvegarde qu'une pour vraiment avoir la photo qu'on voulait à l'instant précis. Par exemple, si on a quelqu'un qui saute, on va la voir voilà, quand il est en l'air, quand ses pieds touchent pas le sol, ce genre de choses. Ou alors on va avoir donc un mouvement comme ça. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Donc là on voit passer, voilà. Alors ici évidemment c'est flou parce que en fait j'avais fait le focus en arrière. Bon c'est un petit peu, du coup c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais on voit quand même bien la possibilité de choisir vraiment sa photo. Et donc là chaque photo est en 8 mégapixels, donc c'est plutôt sympa. Et alors bon là du coup l'action s'est produite un petit peu tard, mais on voit vraiment qu'on va pouvoir prendre la photo qu'on veut quoi. Et donc là par exemple si je veux exporter celle-ci, je valide, et quand je vais dans ma galerie, voilà, ça va être vraiment celle-ci qui est montrée, avec toujours ce petit icône là, la possibilité de modifier toutes les photos. Voilà, il les recharge et je peux à nouveau toutes les modifier et me dire qu'en fait, ben, c'était peut-être plutôt celle-là que je voulais ou une autre, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est un mode rafale qui est vraiment réussi et vraiment la clé, le point fort, c'est vraiment la possibilité en fait de prendre une photo et de récupérer déjà les 30 clichés qui ont été pris avant votre appui sur le bouton. Ça, c'est vraiment sympa parce que souvent, on regarde, il va y avoir une action, et hop, on appuie, et on se dit, bah en fait, le temps d'appuyer vraiment sur le bouton, de mettre son doigt vraiment en face, etc., d'appuyer à fond, bah c'est trop tard, l'action s'est déjà passée, et en fait, là, du coup, il va automatiquement récupérer les photos avant,
les photos après, et donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Si vous avez appuyé à peine trop tôt, à peine trop tard, vous aurez quand même dans les 30 photos avant, les 30 photos après, le cliché qui vous plaît. Donc ça c'est vraiment sympa, ça m'a déjà bien servi sur plusieurs scènes avec un petit peu d'action, et du coup c'est vraiment réussi. Après, c'est dommage qu'on puisse pas faire ça en 20 mégapixels, mais on comprend assez facilement l'impossibilité d'enregistrer 60 images en 20 mégapixels aussi rapidement. C'est pas encore possible pour l'instant, donc à venir probablement avec d'autres processeurs Snapdragon, mais pour l'instant on se limite en 8 mégapixels, ce qui est quand même déjà pas mal. On a donc évidemment un mode panorama qui est un petit peu décevant, qui est moins bon que ce qu'on peut retrouver sur le HTC ou le Galaxy S5. Alors le cliché de mouvement, ça va en fait vous permettre de prendre une image. Alors là, ça va pas être évident à montrer sans sujet qui bouge, mais en fait, ça va vous permettre de... Là, vous prenez une image comme ça, vous déplacez. Alors là, évidemment, il y aura ma main, donc ça va pas forcément fonctionner. Vous déplacez donc un objet, enfin il y a un mouvement qui est enregistré, et en fait ça va vous permettre de superposer différents passages comme ça. Donc s'il y a par exemple quelqu'un qui marche, vous allez pouvoir afficher s'il y a quelqu'un qui passe sur la photo comme ça en marchant, vous allez pouvoir afficher différents endroits, différents moments de son passage. Donc là-dessus c'est plutôt sympa. Voilà, donc là on va avoir la possibilité du coup soit de tout afficher. Alors là ça rend pas très bien parce que forcément il y a ma main, donc on voit pas du tout le sujet. Mais du coup là on va pouvoir en fait en afficher plus ou moins. Bon voilà, là c'est assez mal détecté, mais du coup vous aurez peut-être compris le principe, c'est vraiment de superposer différentes parties de l'image comme ça, de façon du coup à voir un petit peu le mouvement. Voilà. Là du coup ça fonctionne pas vraiment. Donc c'est plutôt sympa, mais c'est pour moi moins essentiel qu'un mode rafale ou ce genre de choses en tout cas. Voilà, ensuite on a d'autres fonctions, tout n'est pas gratuit. Là tout ce que j'ai ici ce sont des applications gratuites, mais on en a quand même certaines qui sont payantes. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour ce mode photo, il est assez riche, il y a vraiment pas mal de fonctions, mais vraiment son plus gros défaut pour l'instant, c'est en fait le gros problème de surchauffe. Je vous ai même pas montré en fait la vidéo 4K puisque j'avais peur que ça chauffe trop. Je peux maintenant le faire puisque je suis un petit peu en fin de démonstration. Voilà, donc du coup la vidéo 4K, ça va permettre en fait d'enregistrer des vidéos en 4K. Alors, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est fluide en fait. Donc c'est tout ce qu'on demande, hein. Voilà. Donc là, si je fais un peu de mouvement comme ça. Alors c'est quand même moins fluide qu'un enregistrement Full HD, on sent qu'il y a beaucoup plus de pixels à gérer. On a un petit décalage en fait quand j'arrête de bouger, voilà, et qu'on va vraiment vite. Donc forcément si le sujet se déplace sur la photo de manière assez rapide, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça reste quand même largement exploitable, hein. C'est vraiment pour trouver un petit peu des défauts, puisque ça reste quand même largement correct. Voilà, donc là je vais vous montrer ça. Donc le chargement se fait vraiment rapidement, surtout que là c'est une petite vidéo de 30 secondes. Mais on voit quand même un petit décalage comme ça sur les mouvements. C'est pas vraiment parfait, mais ça reste quand même vraiment correct. Bref, donc du coup, pour revenir sur l'appareil photo, vraiment le plus gros défaut, c'est la surchauffe en fait. C'est que tout simplement, ben voilà, ça chauffe énormément. Alors bien sûr, l'appareil est fin. Et pourtant il a une grosse batterie, donc on imagine que tout est assez compact là-dedans, et on est sur un appareil photo de 20 mégapixels, donc capable d'enregistrer même de la 4K, donc forcément c'est un petit peu compliqué pour Sony, mais voilà, bon, c'est vraiment dommage puisqu'on a un bon capteur qui donne vraiment de bons résultats. J'en suis assez satisfait. Je pense qu'on peut le dire, c'est le meilleur photophone que j'ai vu, enfin sur Android en tout cas, parce qu'on a des Lumia qui s'en sortent vraiment très très bien là-dessus, donc forcément on peut pas vraiment comparer, mais vraiment sur Android, c'est clairement le meilleur appareil photo que j'ai pu tester. Pourtant, j'ai déjà testé le HTC One. J'ai d'ailleurs une vidéo comparative du HTC One M8 par rapport au Xperia Z2, en particulier sur le domaine de la photo. Donc, si ça vous intéresse. J'ai aussi pris en main, enfin déjà testé d'ailleurs le Galaxy S5. La vidéo arrive très prochainement. Et là, franchement, le Xperia Z2 est pour moi le meilleur photophone sur le marché actuellement. Donc voilà, si vous cherchez vraiment un smartphone dédié pour la photo, n'hésitez pas.
Pour tout le reste, au niveau performance, là aussi, c'est ce qui se fait de mieux, puisque bon, il a le même CPU que le HTC One M8, que le Galaxy S5. Il a 200 MHz de moins que le Galaxy S5, mais 1 Go de plus. Pour moi, je préfère avoir de la RAM que 200 petits MHz. Ça change, à mon sens, pas grand-chose. Au niveau du design, bon, bah, on reste sur du Sony, donc là-dessus, peu de surprises, des caches un peu partout pour l'étanchéité, un design assez fin, voilà. Par contre, il est assez imposant, on a des bords quand même assez épais, 5,2 pouces, ça passe pas inaperçu. Autonomie excellente comme j'ai dit, et pour moi c'est vraiment des critères assez importants. Niveau performance, il n'y a aucun souci, mais le HTC ou le One M8 ou le S5 n'ont non plus aucun problème, donc là-dessus voilà, il n'y a pas de souci à signaler. Un très bon rendu au niveau de l'écran, de très bonnes photos, une excellente autonomie. Donc globalement, il y a assez peu de défauts pour ce smartphone. Évidemment, le prix, il est très cher, 679 €. On attend qu'il baisse un petit peu. La surchauffe pour l'appareil photo, ça c'est vraiment un gros problème. Je ne sais pas si Sony arrivera à s'en sortir via une mise à jour, mais pour l'instant c'est vraiment un gros problème. Alors il se raye probablement assez facilement, j'ai vite acheté une coque de peur de rayer l'arrière, mais sur le Z1 il se rayait rapidement, en particulier à l'arrière, dès qu'on le posait, voilà, il se rayait vite, même sur une petite table en bois ou ce genre de choses, ça peut vite poser des problèmes. Moi j'ai pas encore de rayures, mais j'utilise une coque de protection que j'ai enlevée ici, hein, du coup. Mais bon, voilà, faut faire un petit peu attention à ça. C'est vrai qu'il est beaucoup plus fragile du coup qu'un Galaxy S5 par exemple, qui lui a une coque en plastique et qu'on sent quand même paradoxalement plus solide, enfin en tout cas moins sensible aux rayures que le revêtement en verre de ce Xperia Z2. Voilà donc du coup pour conclure, un très bon smartphone qui a quelques petits points négatifs comme le micro USB caché derrière le cache, la surchauffe, je l'ai dit, pour l'appareil photo, un écran pas forcément très lumineux, parfois en plein soleil ou ce genre de choses, mais globalement il est très performant, il a le meilleur appareil photo du marché, modulo le défaut que je viens de citer. Il a la meilleure autonomie du marché, donc je dirais que c'est parmi l'un des meilleurs. Ça tout dépend de vos critères, hein, vraiment de choix, mais clairement pour moi c'est un excellent smartphone, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, je le recommande vraiment à tous ceux qui cherchent du smartphone haut de gamme et qui sont pas forcément gênés par l'encombrement que peut avoir un mobile de 5,2 pouces. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour ce test et à bientôt pour d'autres vidéos. Donc des comparatifs entre le HTC One M8, le Xperia Z2 et le Galaxy S5, aussi le test du Galaxy S5 et du HTC One M8 que vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver dans mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour récupérer toutes les dernières vidéos dès que je les publie, et à bientôt d'ailleurs pour de prochains tests.